Bonjour à toutes et tous. Écoutez, encore une fois, heureux de vous accueillir et de vous retrouver pour beaucoup lors de ce dernier rendez-vous IFTH de l'année, dernier webinaire IFTH de l'année 2024. Un rendez-vous qu'on a voulu axer sur l'innovation, sur les tendances technologiques, sur les innovations clés qui ont été détectés par notre équipe R&D lors du dernier congrès mondial des fibres, donc qui se déroule chaque année à Dornbirn. Mais voilà, je sais qu'ils vont aller un petit peu plus loin dans la présentation de l'événement. Je vais remercier les intervenants du jour qui se plient à l'exercice qui n'est pas simple de faire ce panorama. Donc, je commence par les filles. Donc, vous retrouverez aujourd'hui Axel Champion, qui est ingénieur-chef de projet R&D au sein de l'IFTH, avec une spécialité recyclage bien marquée, et plus largement transition écologique, transition environnementale. Et vous aurez aussi l'intervention de Thierry Châtelain. Je vais couper les micros, excusez-moi. Hop. Donc Thierry Châtelain, que je présentais, qui est consultant intelligence stratégique au sein de l'équipe R&D et voilà, que vous retrouvez souvent lors de ces panoramas, de ces débriefs de salon, lorsqu'on vous propose ces focus tout au long de l'année. Donc une occasion de découvrir, peut-être d'échanger. Alors souvent sur ce type de présentation, les questions ne viennent pas forcément tout de suite parce qu'on découvre. S'il y en a, n'hésitez pas à les noter dans le chat et puis on fera en sorte d'y répondre si on a la réponse immédiate. Et puis l'équipe restera évidemment à votre disposition par la suite s'il y a des questions complémentaires. Donc c'est enregistré, ça je l'avais signalé, puis je vais vous laisser la parole. C'est Thierry qui commence. Thierry, tu as ton micro coupé. Oui, il me semblait aussi. Est-ce que ça marche cette fois-ci? C'est mieux. Voilà, bon. Bonsoir à toutes et à tous. Voilà, c'était la 63e édition du congrès GFC à Dornbirn, donc en Autriche cette année. Donc un petit rappel, je vais prendre le slide suivant si ça veut bien. Voilà. Donc la première édition a eu lieu en 62, donc un an après la construction du mur de Berlin. Et donc au départ, c'était un petit peu l'occasion d'instaurer une rencontre au sein de l'Europe pour effectivement se situer dans un territoire un peu neutre entre l'Est et l'Ouest. Voilà. Et puis à la chute du mur de Berlin en 89, donc ce congrès est devenu international et s'est ouvert effectivement aux équipes asiatiques et américaines. Donc cette année, il y a eu un peu plus de 500 participants, donc de 31 nationalités différentes. Il y a eu 6 conférences inaugurales, donc je vais en faire un petit résumé par la suite. Et puis 125 exposés sur 3 sessions parallèles qu'on a pu découvrir avec Axel. Et puis on vous fera un petit retour sur un certain nombre de ces exposés. Donc en parallèle, il y a eu aussi quelque part une 4e session, parce qu'il y avait les Innovation Days, qui ouvraient effectivement des éléments un peu innovants. Et bien sûr des stands d'exposition qui permettaient de visualiser des développements, des échantillons, des prototypes de certains acteurs. Donc en premier abord, il y a toujours des éléments intéressants du CIRFS, donc l'Association européenne des fibres chimiques, avec cette année une belle présentation de Frédéric Van Hout, qui est le directeur général du CIRFS. Donc à retenir par exemple la production mondiale de fibres chimiques, donc ça augmente. Donc là, si on voit sur le premier graphique à gauche, donc vous voyez un petit peu l'épaisseur du trait, c'est la production de laine qui est quelque peu constante. Le coton qui commence à atteindre effectivement un palier, et puis derrière vous avez donc tout ce qui est fibres chimiques qui ne cesse d'augmenter.
Et bien sûr, donc si on se reporte sur le graphique de droite, là, on va trouver effectivement la production mondiale de fibres chimiques. Donc, il va englober tout ce qui est fibres synthétiques et fibres artificielles. Donc là, en 2023, on se situait à 80,5 millions de tonnes. Et bien sûr, à 70% en provenance de Chine. Donc derrière, vous avez d'autres répartitions. L'Inde à 7%, l'Europe 5%, les USA 4% par exemple. D'autres éléments du CIRS, alors par exemple, là, effectivement, sur les matières artificielles, donc enfin chimiques, on va trouver le polyester qui domine. C'est la première fibre au monde. Et puis derrière, vous avez les fibres cellulosiques artificielles, ensuite le polyamide, le polypropylène, etc. Donc là, polyester, 60,8 millions de tonnes de produits en 2023. Et si on se focalise sur l'Europe, là, c'est effectivement beaucoup plus petit parce que ça représente 3,9% de la production mondiale seulement, avec par contre une richesse un peu plus diversifiée pour les matières. Alors, je vais rafficher parce que je vois pas forcément. Voilà. Donc, un autre élément intéressant, c'est effectivement la production de polyester, donc qui est une fibre au départ pétrosourcée, donc d'origine pétrolière, qui ne cesse d'augmenter, donc avec la prépondérance de la Chine. Et puis derrière, on a l'Inde, on a Taïwan, on a Corée du Sud, l'Europe, mais voilà, l'Europe et les autres pays, c'est vraiment tout petit par rapport effectivement à tout ce qui est Chine et Inde. Un autre élément intéressant qui a été présenté à cet événement, c'est effectivement un résultat de sondage qui permettait de faire le point sur des critères d'achat vêtements. Donc, de souvenir, c'était élaboré sur un panel de 10 000 personnes dans différents pays du monde. Donc, effectivement, quand on demande aux consommateurs lambda pour quelles raisons ils s'intéressent à acheter tel ou tel vêtement, donc en priorité, on va trouver le confort à 83%. Ensuite, le bien-aller. Et d'autres éléments, vous avez la matière qui arrive de souvenir, je crois que c'est en huitième position, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et puis la partie environnementale, donc ça n'arrive qu'en douzième position. Voilà, donc il y a encore beaucoup de chemin à faire par rapport à l'impact environnemental du textile habillement. Au niveau conclusion, bon, il y a eu beaucoup de choses qui ont été annoncées. Bon, ce qu'il faut retenir, c'est par exemple que l'industrie européenne des fibres chimiques et donc est une industrie à forte intensité de R&D, très innovante. Donc, elle est supportée par beaucoup d'instituts de recherche et d'universités, ce qui fait sa force par rapport à d'autres régions du monde. L'industrie européenne, même si elle produit beaucoup moins, elle se montre plus flexible pour répondre à des demandes particulières. Et puis, les produits, globalement, ils sont de meilleure qualité, de meilleure valeur. Parce que ça peut s'expliquer du fait que effectivement on a des normes beaucoup plus élevées et plus strictes que dans d'autres pays du monde. Et ce qui en résulte, c'est qu'effectivement l'industrie européenne est la plus propre au monde. Ça, c'est intéressant. Alors bien sûr, le contexte fait que bah, l'économie est stagnante, on est en inflation, il y a des surcapacités du côté asiatique. Les coûts énergétiques avec les contextes de guerre et de conflit, ça impacte aussi effectivement la santé économique de la zone européenne. Et puis globalement, tout ce qui est salaire et puis coûts réglementaires sont plus élevés en Europe que dans d'autres régions du monde. Et bon, là-dessus, on va rajouter effectivement une législation supplémentaire par rapport à tout ce qui est circularité. Parmi ces conférences inaugurales, également à noter la présentation du cabinet d'analyse Guernsey. Donc là, par exemple, c'est un focus sur les marques revendeurs, donc avec des éléments sur la fast fashion et l'ultra fast fashion. Pardon. Donc la fast fashion, par exemple, ça représentait environ 130 millions de dollars de ventes en 2023 et l'ultra fast fashion, environ 50 millions de dollars en 2023.
Donc là, on trouve sur ce graphique l'évolution entre 2019 et 2023 des principaux acteurs. Donc on va retrouver un Inditex, H&M, Gap, etc. Et c'est vrai qu'on n'est pas encore tout à fait remis de la pandémie Covid. Et puis ce qui est intéressant à noter, c'est que tout ce qui est vente au détail commence à prendre une influence grandissante dans la chaîne de valeur. Donc on vend au détail, que ce soit en boutique ou que ce soit sur Internet. D'autres éléments présentés, donc l'évolution des principaux pays fournisseurs de vêtements entre 2015 et 2023. Donc là, on a deux photographies sur deux périodes différentes. Donc on voit que la Chine a perdu un petit peu de part de marché, donc au bénéfice par exemple du Vietnam, du Bangladesh et du Pakistan, donc les pays voisins. Donc voilà, et l'Europe est passée de 10% à 15%. Alors, est-ce que effectivement c'est la partie meilleure qualité, respect des normes plus strictes qui peut être un facteur explicatif, voilà. Un autre aspect, c'est intéressant à prendre en considération, c'est la revente. Donc la revente d'articles déjà utilisés, déjà usagés. Donc là, globalement, là on suit l'évolution sur 2021 et puis les perspectives jusqu'en 2028. C'est très, très croissant, très intéressant. Donc là, on a globalement, entre 2023 et 2028, le marché de la revente, ça va passer de 230 milliards de dollars à 350 milliards. C'est-à-dire que c'est quand même plus conséquent, heureusement, que la fast fashion et puis l'ultra fast fashion réunis. Et puis quelque part, ça va aussi générer une baisse de la production de vêtements au niveau mondial. Donc, il y a eu aussi une présentation à souligner de la Commission européenne, donc avec Madame Mauer, donc qui a fait un focus sur la réglementation ESPR, donc avec notamment effectivement l'annonce d'un ensemble de politiques européennes et de réglementation qui vont un petit peu redessiner disons les contours de ce que vont être les industries du textile et de l'habillement dans quelques années, avec ici un calendrier provisoire qui a été présenté. Donc bien sûr, il y a des échéances, hein, d'ici 2030, tous les produits textiles qui vont circuler en Europe sur le marché européen devront être durables, réparables, recyclables notamment, et en grande partie élaborés à partir de matières recyclées. Donc là, ensuite, on C'est un attaque sujet, les... excuse-moi, c'est un sujet qu'on suit vraiment de très près, nous. Voilà, on a un pôle expertise qui suit ce sujet sur l'éco-design et l'éco-conception au niveau européen. Voilà, ça fait régulièrement l'objet de rendez-vous FTH et de communication, donc on est très attentifs. Voilà, effectivement, et dans ces rendez-vous-là, vous avez l'opportunité d'accéder à des informations beaucoup plus fouillées, plus détaillées. Ensuite, il y a eu effectivement, on attaque là les conférences qui ont été réparties en 5 thématiques. Donc, les innovations dans les fibres, les solutions circulaires et tout ce qui est recyclage et durabilité. Les solutions énergétiques, ça devient important effectivement avec la crise énergétique actuelle. Les technologies émergentes et puis effectivement une ouverture sur l'industrie du papier et de l'emballage. Donc, premier volet, les innovations dans les fibres. Donc, ici, rapidement, quelques éléments. Donc, tous les ans, effectivement, il y a un prix Paul Schlag qui est décerné à une équipe ou bien un développement. Donc là, donc Paul Schlag, c'était un chimiste dans les années 30 qui a effectivement contribué à développer la chimie européenne par rapport à la grande concurrence américaine notamment. Et donc là, le prix a été attribué à Lars Bostan, donc de Brême, qui a travaillé sur la lignine, qui est un précurseur alternatif écologique intéressant pour la fibre de carbone. Donc au départ, c'est un matériau, c'est un polymère issu de la biomasse, polymère polyaromatique, très intéressant parce que jusqu'ici, il coûte pas grand-chose, il était brûlé. Et donc, c'est un précurseur pour les fibres de carbone, mais également pour tout ce qui est la chimie des BTX, donc butène, toluène, xylène, qui va ouvrir effectivement des pistes très intéressantes pour se démarquer de tout ce qui est pétro-sourcé.
Donc là, c'est un développement d'un procédé de filage en bois fondu et pour permettre d'avancer, donc Lars Bostan propose un procédé de fibre bicomposante île-en-mer, lignine plus PVA, donc alcool polyvélénique, et ce qui va permettre de déboucher sur une mise à l'échelle industrielle. Ça, c'est intéressant parce que ça fait pas mal de temps que des acteurs travaillent sur la lignine comme précurseur alternatif au polyacrylique, au PAN par exemple. Donc là, il y a des choses qui avancent. Un focus sur Saxel, une société néerlandaise qui travaille sur le recyclage chimique. Et ce qui est intéressant, là, il propose une nouvelle voie. Donc, on va travailler sur le degré de polymérisation de la cellulose. Donc, on va la réduire, enfin, on va le réduire ce degré. Et donc, en combinant un procédé enzymatique à base de cellulase et puis un procédé voie humide à base de lyocell, donc NMMO, pour obtenir disons une solution moins visqueuse qui va donner accès à des nouvelles types de fibres. Donc là, ils ont fait aussi une évolution dans leur process qui permet de consommer moins de ressources. Et puis donc, il y a eu des premiers développements commerciaux en partenariat avec le filateur Birla Cellulose. Donc, il y a eu 200 tonnes de produits en 2024 qui ont déjà été vendus, et notamment pour faire des jeans avec le partenaire, le denier Bossa en Turquie. Donc, globalement, effectivement, on a un petit tableau qui récapitule les avantages par rapport à un procédé de recyclage par voie mécanique. Donc, ils sont précisés en bas. Un point intéressant, c'était Curare qui travaille sur effectivement des renforts de caoutchouc grâce à sa fibre PVA Curalon, sa fibre historique. Donc là, il est mis en œuvre des agents d'adhérence qui sont des systèmes RFL, donc résorcinol, formaldéhyde, latex. Il se trouve que ces composés sont très toxiques et écotoxiques. Donc eux travaillent comme d'autres sur des alternatives plus respectueuses de l'environnement et plus sécures. Donc notamment des systèmes à base d'isoprène et de butadiène qui permettent d'atteindre des performances équivalentes ou supérieures par rapport au système classique RFL. Donc, un aspect intéressant. La Route là, c'est une équipe autrichienne qui travaille aussi sur des précurseurs de fibres de carbone à base de lignine. Et là, bon, on travaille sur une combinaison lignine plus cellulose. Donc, la cellulose, des fibres cellulosiques obtenues par traitement de lioncelle, donc c'est un procédé de liquide ionique. Donc ici, on obtient effectivement des choses aussi intéressantes, mais pas encore aussi avancées peut-être que le prix Paul Schlack qu'on a vu tout à l'heure. Une présentation de Chomara Textile et puis le STFI, donc ils sont partenaires dans le cadre du projet européen MC4. Donc on y trouve aussi Tectera, le CEA, puis Chomara donc, en France. Donc là, il s'agit effectivement de développer des approches circulaires pour tout ce qui est matériaux composites en fibre de verre et de carbone, qui jusqu'ici, donc en fin de vie pour ces éléments, donc c'était souvent mis au rebut. Donc là, il y a des filières de recyclage qui sont mises en œuvre avec différentes solutions pour optimiser effectivement tout ce qui va générer le moindre d'impact sur l'environnement. Donc un acteur intéressant aussi au Royaume-Uni, donc c'est Rayon Labs, qui travaille sur des matériaux absorbeurs dissipateurs d'énergie qui sont souples et doux, notamment pour tout ce qui est sportswear. Donc on a ici des matériaux réoépaississants, donc qui vont associer des systèmes d'élastomères thermoplastiques avec des silicones. Et puis également, au niveau structure, on travaille sur des géométries rentrantes pour avoir des comportements oxytiques. Donc là, on travaille sur des gants, sur des genouillères, des chaussures de cyclisme pour absorber les vibrations, des casques pour certains sports. Ce sont des solutions qui ont été intégrées dans des tenues d'athlètes aux Jeux Olympiques de Paris 2024 pour les équipes françaises et britanniques, pour effectivement améliorer la récupération des sportifs, récupération musculaire, et puis limiter les phénomènes désagréables et fatigants des vibrations.
Donc là, on a des matériaux durs, et puis donc il y a aussi un développement en cours qui est au stade du prototype, c'est la fibre. Donc des fibres qui pourraient remplacer effectivement certains matériaux dans des textiles extensibles et qui promettent effectivement des effets assez intéressants au niveau amortissement dynamique et support dynamique pour des tenues. Donc notamment, il y a des choses qui sont développées avec des, des soutiens-gorge d'athlètes, par exemple, pour amortir effectivement les chocs lorsqu'on va poser le pied au sol. Donc à suivre. Ici, c'est le STFI qui a présenté le projet Rubio. Donc là, c'est une alliance en Allemagne où on s'attelle à travailler sur des solutions alternatives au pétro sourcé. Donc notamment, essayer de substituer le polyéthylène par le PBS, donc le polybutylène succinate, donc un polyester biosourcé biodégradable, qui présente l'avantage de pouvoir dégrader plusieurs fois. Et donc, il y a des développements intéressants et prometteurs pour tout ce qui est application agricole et emballage, par exemple. Ici, on a eu aussi des développements intéressants sur tout ce qui est antimicrobien, pardon. Donc, avec AG2X, qui propose effectivement de travailler sur une nouvelle technologie de microparticules catalytiques. Donc tout ce qui est à base d'argent, ça semble poser des problèmes parce que bon, on va développer des multirésistances aux souches bactériennes ou microbiennes. Et puis il y a effectivement un phénomène de lessivage de tout ce qui est argenté par rapport donc au rejet dans les eaux. Donc là, c'est une solution un peu plus stable, enfin qui se revendique plus stable et plus saine avec une combinaison ruthénium et argent sur des supports, sur des véhiculeurs cellulose ou bien charbon actif ou alumine par exemple. Et donc on va ici travailler sur des solutions très pertinentes pour tout ce qui est lutte contre les maladies nosocomiales ou antibactérielles ou bien les problèmes d'anti-odeur, pour notamment des implants médicaux et tout ce qui est ingénierie tissulaire. Norafine, c'est un grand acteur des matériaux non tissés et donc là qui s'intéresse à mettre en œuvre sa technologie d'hydro-shape, donc d'hydroliage, pour développer des matériaux 3D. Donc ça, c'est intéressant parce qu'ici, avant l'hydroliage, c'était pour associer, combiner des voiles de non-tissé. On travaillait plutôt à plat. Maintenant, si on travaille sur un genre de moule tridimensionnel, on va pouvoir développer des médias filtrants très efficaces ou bien pourquoi pas des casquettes comme c'était présenté lors de cette conférence. Alors l'ITA, RWTH avec Technit, donc on présentait ensemble effectivement le projet Smart Shed. C'est donc quelque chose qui est en cours, qui va se terminer en mars 2025 et il s'agit effectivement de proposer des solutions pour lutter contre les phénomènes de chaleur urbaine, donc les pics de consommation énergétique l'été. Donc là, on va travailler avec des protections solaires adaptatives qui mettent en œuvre des filaments avec des polymères mémoire de forme ou bien des alliages type nitinol, donc nickel-titane. Et donc, on travaille sur des fonctionnalisations avec de la cellulose nanocristalline, par exemple, et puis des solutions de tricotage pour développer des matériaux qui sont utilisés soit pour le domaine urbain ou soit pour l'agriculture. Donc là, apparemment, vous voyez un petit peu les chiffres en bas à gauche, le marché est assez prometteur. C'est le changement climatique, le marché est prometteur. Voilà. Ouais, j'essaie de pas trop. Voilà, non, je suis dans les temps à peu près. Ça va. SI Dynamics, ce sont des Allemands qui travaillent. Donc, on a mis, voilà, ce qui nous a semblé intéressant. Donc, on a mis un petit logo, un petit tampon. On a aimé tout en haut, au milieu. SI Dynamics, ce sont des Allemands qui proposent de nouveaux types de matériaux d'isolation à base de fibres plus éco-durables que ce qui existait jusqu'ici. Donc là, 100% biosourcés recyclables. En fait, on a au départ des matériaux d'origine animale ou pétrochimique qui peuvent poser problème. Et donc là, on travaille sur des matières cellulosiques dans lesquelles on va incorporer avec un procédé secret, donc de l'aérogel. Donc c'est l'isolant le plus léger au monde
Et donc, on a ici des collaborations déjà initiées avec Adidas, par exemple. Donc, il y a des choses qui ont été faites pour du sportswear ou bien de l'outdoor, donc du vêtement. Et puis, il y a des choses qui s'orientent aussi vers la construction. Là aussi, quelque part, pour lutter contre le changement climatique. Skylium, c'est une société, c'est une start-up américaine qui se lance dans la fabrication du nylon. Donc, ça ressemble à nylon, forcément, c'est un polyamide biosourcé. Donc, ça s'apparente à un polyamide 4, donc qui est au départ issu de déchets agricoles renouvelables. Donc, on a des matériaux recyclables. Donc, Skylium propose des polymères, des fibres et des fils à base de nylon. Et donc, vous voyez un petit peu les propriétés dans ces graphiques. Donc, au niveau absorption, reprise d'humidité, on est comparable au coton. Donc, c'est quelque chose qui est intéressant au niveau confort. Et puis, au niveau comportement mécanique, voilà, on se situe entre la laine et puis le polyamide, le polyester et le coton. Voilà, des choses qui peuvent répondre à des besoins du quotidien. Alors, Nuretex, c'est au Danemark ici. Donc, c'est un acteur du recyclage mécanique de textiles post-consommation, et qui revendique effectivement de développer des solutions intéressantes et pertinentes qui font intervenir des nouvelles technologies d'automatisation, d'intelligence artificielle, de capteurs en proche infrarouge, de caméras qui détectent les différentes couleurs, et puis donc des systèmes de traçabilité pour mettre sur le marché donc des solutions intéressantes, donc, notamment de nouvelles matières premières qui serait issu du recyclage de matières usagées, quoi. Tomra, bah, je vais laisser passer la main, je vais laisser la main à Axel, ma collègue, qui prend la parole beaucoup plus tôt que prévu, parce qu'on avait annoncé 30 minutes après mon démarrage, C'est bien, mais je vais pouvoir prendre mon temps. Merci Thierry. La prochaine présentation, effectivement, c'est Tomra. Donc Tomra, ils présentent leur technologie de tri parce qu'effectivement, dans le textile, on a quand même une large variété de gisements avec souvent de nombreuses compositions qui sont très hétérogènes et qui nécessitent justement des technologies de tri plutôt poussées et qu'on doit encore améliorer. Donc la technologie de tri Tomra, donc elle permet de trier des textiles à l'aide de capteurs, et ils vont pouvoir, ces capteurs, derrière, éjecter des objets qui ont plus de 90% d'une matière principale. Ils peuvent aussi, par exemple, éjecter des pièces de coton, donc sans métal, pour permettre, par exemple, un délissage, ou encore des objets trop volumineux. Donc ça, c'est pour sur des pièces au global. La deuxième particularité ou deuxième application de Tomra, c'est qu'ils sont aussi capables de trier des textiles qui ont été coupés. Donc par exemple, ça peut servir aussi pour le délissage où on va couper le textile en petits morceaux ou le broyer très grossièrement. Et puis derrière, pouvoir éjecter les textiles qui présentent des impuretés ou des matières non souhaitées. Alors la prochaine présentation, c'est une présentation de Lycra, Lycra qui fabrique des fils élastane. Ici, dans cette présentation, donc, il souhaitait montrer une fibre élastane qui a été réalisée à partir de matières biosourcées. Donc là, en l'occurrence, cette matière biosourcée, c'est du maïs. Donc comment ça fonctionne? Le maïs capte le CO2 de l'air qui est ensuite transformé en amidon. Cet amidon est ensuite extrait et transformé en sirop de glucose. Donc vous avez tous les acteurs dans la petite image en bas à gauche qui permettent justement d'obtenir derrière cette fibre biosourcée. Et puis ce glucose, eh bien, il est fermenté par des micro-organismes et derrière, on obtient la substance Kira qui permettra derrière, avec cette substance, on pourra obtenir des granulés et puis obtenir par la suite une fibre Lycra, élastane, qui présente du biosourcé. Donc ils ont annoncé la collaboration en 2022, ils sont en train de sécuriser le marché, là, 2023-2024, et ils ont pour objectif de débuter la production de cette fibre en 2025. Thierry, je te repasse la main. je la prends avec plaisir. Fibre 52, donc c'est une société américaine qui propose effectivement des solutions durables au traitement des fibres de coton.
qui consomment moins d'eau, moins d'électricité, qui génèrent moins de CO2 et qui se produisent beaucoup plus rapidement. Donc ici, on met en œuvre effectivement des systèmes à base de cristaux de soude, d'oxygénés, de cire naturelle. On va recycler des eaux usées, on va mettre en œuvre des enzymes alimentaires, utiliser des machines existantes pour effectivement traiter tout ce qui est préparation, étape de préparation du coton et des fibres cellulosiques. Donc pour travailler sur le blanchiment, travailler sur effectivement retirer les éléments qui peuvent générer des problèmes d'adhésion. Et donc, on a une matière qui serait plus résistante et plus douce. Donc, on a ici 2 brevets récents qui sont cités. Alors, Chloremp, Agrotech, c'est un nouvel acteur sur le marché du chanvre industriel, donc qui est basé en Inde. Donc, pour l'instant, voilà, ils ont une production d'une tonne par jour, mais pensent effectivement se positionner un peu plus dans les prochaines années. Donc là, vous avez en dessous effectivement l'historique de certains éléments par rapport aux chanvres industrielles. Et puis un petit graphique en bas à droite sur l'état mondial de la production en 2018 avec effectivement la Chine qui prédominait, suivi des USA, ensuite l'Europe et puis d'autres régions du monde qui sont moins importantes. Alors là, un autre coup de cœur, c'est la société britannique Calvotech, donc ils sont à peu près une trentaine de kilomètres d'Oxford. La prokétine, donc le concept au départ, il est assez original parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à travailler sur de la viande artificielle, donc sans passer par le règne animal. Donc là, c'est un petit peu un parallèle. Donc on va travailler sur des matières protéiniques qui vont être transformées en fibres. Donc l'idée, c'est d'avoir quelque chose qui ne va pas générer de pollution, qui ne sera pas issu de la pétrochimie et qui ne va pas former de microplastiques parce qu'en fait, la matière sera comestible. Donc là, il y a un brevet que j'ai mis en exergue. Il est intéressant, mais il fait quand même 515 pages. Donc bon courage pour aller jusqu'au bout. Donc là, il travaille effectivement, c'est ce qu'on appelle l'agriculture cellulaire. Donc, on va travailler avec des parties, des éléments issus de la biomasse et avec la fermentation. Donc, de la biotechnologie, on va travailler sur l'élaboration de nouvelles protéines pour élaborer ces protéines. Donc, un petit peu, quelque part, c'est le concept de la soie artificielle, où là aussi, on élabore des produits par biotechnologie. Donc, à suivre. X-Lance, voilà, je lance la page à Axel. Alors pour Xlance, donc c'est une société qui commence, à être assez connue. Donc c'est des alternatives, à l'élastane. Donc ils ont commencé par représenter un petit peu, leur fil. Donc c'est un fil à base d'un polymère qui est le polyoléphine, qui a été, réalisé en voie fondue et qui a subi une réticulation derrière. Donc l'avantage, de ce polymère, c'est que c'est par voie fondue, mais surtout que le point de fusion est relativement faible, 120 degrés. Et donc si c'est par voie fondue, on n'a pas de solvant. Ce qui implique derrière des réductions de coûts et des émissions de CO2. Mais surtout, ce que voulait mettre en avant, Xlance, par cette présentation, c'est qu'ils se mettent aussi au recyclage. Donc ils sont, actuellement, eh bien, en collaboration avec, de nombreux acteurs, de recyclage, qui déjà font la séparation d'écomatériaux et de leurs fibres, Xlance. Donc par exemple, ça peut être des matières telles que le coton, le PA6 ou encore le polyester. Et donc derrière, une fois que, les partenaires ont pu faire la séparation du fil Xlance et du comatériau, ils vont récupérer les fibres et tenter de recycler ces fibres-là, donc par pyrolyse afin d'obtenir une fibre, qu'ils disent, en tout cas de bonne qualité. Alors maintenant, on passe au deuxième volet dans tout ce qui est solutions circulaires, recyclage et durabilité. Et puis j'entre en matière avec le NIRI, donc un organisme britannique bien connu, qui s'est penché sur la problématique des PFAS, donc un sujet très fort en actualité.
Ce qui est intéressant, c'est que bon, le PFAS, ça prédomine parce que c'est très efficace, c'est pas cher. Donc on voit sur le graphique, le diagramme radar en bas à gauche, que par rapport aux autres solutions, silicone, polyuréthane et haute acrylate, donc on a quelque chose qui est très performant. Et le problème, c'est que c'est un polluant éternel, donc il commence à se retrouver dans beaucoup de choses, de la chaîne alimentaire notamment, et donc ça pose problème. Et donc le NIRI s'est posé la question de savoir si il y avait nécessité de recourir à ces PFAS. Ben, pas forcément. C'est-à-dire que pour atteindre des enfin, pour répondre à des cahiers des charges au niveau déperlance à l'eau et par certains corps gras, certaines huiles, donc il n'est pas forcément indispensable de mettre en œuvre des agents perfluorés. Et par exemple, en travaillant sur des combinaisons de systèmes tissus plus non tissés hydrophobes, donc des systèmes composites hybrides, il est possible, donc sans agent déperlance, donc sans PFAS, d'atteindre des angles de contact assez intéressants. Donc la question qui est mise en avant, effectivement, on peut remettre en cause l'utilisation des PFAS pour certains, donc il faut étudier au cas par cas les applications qui sont à considérer. Et donc là c'est une piste effectivement de travailler sur ces systèmes purement textiles et se démarquer totalement des PFAS. Là c'est Axel qui va prendre la suite pour cet acteur autrichien. Je te laisse le prononcer. Ouais, c'était toi en plus, Thierry, cette slide-là. Je suis désolée, mais T'es sûr que c'était moi? ah oui, oui. Ah mince, c'est vrai. Ah, loupé, loupé. Donc voilà, c'est université en Autriche. Voilà, je vous laisse le soin de lire. Euh, Ce qui est intéressant, c'est que là, bon, on est sur tout ce phénomène de tri de recyclage. Et il y a potentiellement, là, on est confronté effectivement, c'est dans les médias actuellement en France et dans le monde, bah, les systèmes de récupération, de tri, de recyclage des vêtements usagés, c'est en train de se saturer parce qu'en fait, les lots sont issus de la fast fashion et ultra fast fashion sont de très mauvaise qualité. Et donc, ça vient poser des problèmes pour les systèmes mis en place qui sont pas suffisants pour gérer ces quantités de matière qui arrivent. Donc là, le problème, c'est par exemple, il y a des défis à relever pour le tri automatisé. Et donc, il s'agit par exemple de travailler sur des empreintes chimiques exploitables. Donc, par exemple, il y a des choses qui prêtent à confusion et qui vont générer des misqualifications par rapport aux déchets à trier. Donc, par exemple, il y a des matériaux en coton qui vont être considérés comme des matières métalliques, j'ai une bêtise, mais des matériaux polyester qui vont être considérés comme du polyamide, voilà. Et en fait, il va falloir retravailler sur des paramètres très importants, tout ce qui est profondeur de pénétration des systèmes de détection et d'identification, tout ce qui est rayonnement infrarouge proche. L'épaisseur de la matière peut jouer, les mélanges, la teneur en élastane pose problème, le vieillissement des matières constitue aussi un frein, la dégradation, le taux d'humidité, les coloris, les plis, les ombres, la structure. Si on a des matériaux plus ou moins denses, plus ou moins asurés, ça va poser problème ou bien être facilitant par rapport au process, les accessoires, les impressions, les flocages. Donc voilà, cette université travaille sur tous ces aspects-là pour proposer effectivement des solutions qui vont faciliter un petit peu les opérations de tri automatisé. Bon, ce Alors coup-ci, là, c'est à oui, toi, hein, c'est bien là, ça, c'est hein. à moi. Donc la prochaine présentation, c'est d'une université en Autriche aussi. Et cette université a cherché à faire des mélanges de solvants pour permettre une bonne dissolution de l'élastane. Alors on sait qu'il existe aujourd'hui une méthode avec le DMF, mais ben, cette université a cherché d'autres solvants qui permettent donc la dissolution de l'élastane, mais de manière sélective, mais avec aussi un procédé qui est moins impactant comparé, donc de manière, enfin, par rapport à l'environnement, enfin, comparé pardon, au DMF, et tout en gardant de bonnes propriétés physiques, donc d'écomatière et puis de l'élastane.
Alors, dans quel but? Justement, c'est trier et séparer l'élastane des coproduits que l'on peut trouver dans le textile, par exemple, comme le peut montrer le schéma. L'idée, voilà, c'est qu'avec cette solution, cette nouvelle solution de solvant, permettre la séparation de l'élastane. Donc, le côté textile va être revalorisé d'un côté, et puis derrière, l'élastane va être valorisé de certaines manières, et puis on va récupérer aussi le solvant. Alors, vous pouvez voir sur le petit graphique, le tableau sur la droite, ils ont fait différents tests avec différents solvants, mais surtout différents ratios. Et on peut voir qu'avec 70% de THF et 30% donc en volume de DMSO et un temps de 1 minute, on arrive à une dissolution. Donc finalement, ils obtiennent une dissolution, une séparation plutôt simple de l'élastane à température ambiante. Donc une meilleure dissolution que le DMF. Et donc c'est une solution qui peut être applicable avec des mélanges tels que le polyamide, le polyester ou encore le coton. Alors, encore sur la thématique de l'élastane, cette fois-ci, c'est l'université de Vienne qui propose 2 choses. Donc déjà, ils font un constat, c'est que sur un échantillonnage de 741 produits, ils s'aperçoivent qu'environ 50% contiennent de l'élastane. Donc souvent en faible quantité, mais n'empêche qu'on le retrouve quand même relativement partout et c'est problématique derrière pour les solutions de recyclage. Donc déjà, ils ont développé une nouvelle méthodologie qui permet de détecter l'élastane à l'aide de la DSC. Donc grâce à la surface du pic de fusion, donc qui est directement liée au pourcentage d'élastane. Donc pour ce faire, ils ont une méthode relativement standard, donc qui est de monter de 25 degrés à 280, redescendre à moins 70 degrés et remonter à 60. Et donc c'est sur cette dernière partie, le passage de moins 70 à 60, où on voit un pic de fusion. Et donc quand on intègre ce pic de fusion, et qu'on utilise donc la régression linéaire sur la gauche, on se rend compte qu'on peut revenir au taux d'élastane. Alors ils ont fait quelques tests, hein, ils ont comparé ce qu'ils trouvent sur les étiquettes et ce qu'ils trouvent en DSC, et on voit que ça matche plutôt bien. La deuxième technique est qu'eux aussi, ils ont développé une solution qui permet la dissolution de l'élastane, et notamment en mélange avec le polyester ou le PA66. Et donc a priori, c'est une technologie durable avec des solvants non dangereux qui se passent à pression atmosphérique, où ils récupèrent le solvant et où on n'a pas de modification des propriétés du PET et du PA66. N'hésitez pas à regarder aussi sur les QR codes, hein, ça amène directement aux articles de ces sujets-là. On est sur des preuves de concept ou Ah oui, là, on est sur ouais, l'échelle voilà. laboratoire, hein, tout à fait. Là, on est sur, c'est l'université, donc on est plutôt à bas TRL. Ouais. La prochaine présentation, c'est de nouveau l'ICRA qui fait cette présentation, mais cette fois-ci, c'est pas pour intégrer des biosourcés, mais du recyclé dans leurs fibres. Donc c'est vrai qu'ils expliquent que souvent l'élastane est considéré comme décontaminant et qu'il n'est pas souvent revalorisé. Le premier objectif, c'est d'abord de le séparer et de le mettre de côté. Donc là, ils essayent justement de valoriser ces déchets élastane, et donc ils vont travailler avec des partenaires qui vont aussi faire la séparation des coproduits et de l'élastane. Eux, ils vont récupérer l'élastane et ensuite valoriser cette fibre. Donc aussi à l'échelle laboratoire, hein, là on est encore à bas TRL, mais ils ont réussi à intégrer 50% donc d'élastane issus de textiles usagés dans une nouvelle fibre. Donc vous pouvez voir les bobines juste sur la droite. Et puis sur les graphiques tout en bas, vous pouvez voir aussi une comparaison des propriétés mécaniques de la fibre élastane initiale, donc sans intégration de recyclé, et la fibre qui intègre 50% de fibres recyclées. Alors la prochaine présentation, c'est une présentation de Lenzing, où là, ils ont comparé donc le filage bois humide, le wet spinning, soit à partir de pulpe de bois, donc quelque chose qui est plutôt assez connu aujourd'hui, mais aussi à partir de textiles usagés.
Donc, ils insistent aussi sur, encore une fois, cette complexité des gisements textiles qui est quand même très importante comparée au gisement bois et qui ne va pas forcément faciliter le procédé de wet spinning. Donc, ce qu'ils vont regarder surtout dans cette pulpe recyclée, ça va être le pourcentage de cellulose, la viscosité, euh, euh, les métaux qui peuvent se retrouver dedans, les métaux lourds, les contaminants non cellulosiques, par exemple, qu'on peut retrouver en PET, PA, la brillance, etc. Donc finalement, la conclusion, c'est que ben, le filage de la pulpe de bois, ben, c'est maîtrisé, hein, ça on connaît. En revanche, le filage de la pulpe recyclée, dû à la composition des gisements qui est quand même très aléatoire et peu fiable, ben, la technologie de production est encore pas totalement maîtrisée et on a une variation de fibres recyclées qui est quand même très fluctuante. La prochaine présentation, c'est une présentation de Kemira, où Kemira ben, propose différentes solutions de blanchiment et de décoloration, donc en éliminant les colorants, des déchets textiles en mélange. Donc en cours de développement, ils vont vraiment ils essayent vraiment de gérer aussi tout ce qui est eau usée. Et après, ils nous ont présenté deux études de cas. La première, c'est pour le blanchiment de fibres. Lorsqu'on réalise des fibres cellulosiques, il se peut que effectivement les fibres ne soient pas très blanches, mais un peu jaunâtres, comme vous pouvez le voir sur la photo en bas à gauche. Et ils ont testé plusieurs solutions permettant de blanchir. Donc vous pouvez voir que voilà, avec une des solutions, ils ont pu obtenir la fibre que l'on voit tout à droite de l'image. Et le deuxième cas d'application, donc là, ils sont partis d'un coton très noir. Et ils ont testé aussi différentes solutions pour permettre la décoloration. Donc sur le graphique, vous pouvez voir les valeurs de brillance, hein. Euh, donc à 0, on est plutôt sur du noir et à 100, on est plutôt sur du blanc. Et puis sur les images, vous pouvez voir aussi en fonction des différentes solutions, eh bien, la décoloration qu'on peut obtenir sur des fibres de coton. Alors la prochaine présentation, c'est une présentation du groupe EREMA, que dans le domaine du recyclage, on commence aussi à bien connaître. Le groupe EREMA, c'est une solution donc, de recyclage plastique industriel. Donc il y a plus de 8000 systèmes en fonctionnement dans le monde et plus de 900 employés. Et leur technologie, c'est surtout le recyclage fiber to fiber. Donc ça, c'est à court moyen terme. Et à moyen long terme, le recyclage des textiles, tout textile. Donc ils ont présenté leurs produits existants pour le recyclage fiber to fiber. Donc c'est la technologie Inter-RMA, comme vous pouvez le voir sur l'image ici. Donc cette technologie elle présente un convoyeur, une technologie de coupe, de densification. Et puis à la suite, on a aussi un IV optimizer. Donc, comme on le sait beaucoup dans le domaine du recyclage thermoplastique, on a tendance, et surtout avec le polyester, à dégrader la matière et donc à avoir une baisse de l'IV, de la viscosité intrinsèque. Et donc, cette technologie permettrait, en fait, c'est une sorte de post-polycondensation, de rehausser un petit peu la taille des chaînes de polyester ou de polymères pour obtenir derrière des meilleures propriétés mécaniques. Ils ont une ligne de démonstration qui peut tourner à 300 kg heure en sortie de machine. Alors ensuite, on passe au volet solutions énergétiques. Ouais, Donc il y a une je vais te faire présentation. accélérer un petit peu en plus, Oui, oui. du coup. Voilà, c'est un acteur de l'énergie renouvelable donc en Allemagne, c'est des ZK. Donc effectivement, en Allemagne actuellement, 70%, 79% de l'énergie finale est destinée à l'usage thermique et à la mobilité. Et puis bon, avec la crise, et puis la crise énergétique, et puis les événements dans le monde, donc l'Union européenne ne parvient pas à s'approvisionner en énergie à bas coût au niveau disponibilité, accessibilité, durabilité des approvisionnements. Donc il va falloir effectivement miser davantage sur les énergies renouvelables. Et puis bon, il y a des études qui montrent qu'effectivement,
parmi ces énergies renouvelables, il y a tout ce qui est énergie solaire, donc photovoltaïque et thermique, ou éolien onshore et offshore, qui sont a priori les moins impactants à moyen et long terme sur l'environnement et qui présentent effectivement des coûts, enfin des risques financiers moins impactants. Donc la question, effectivement, est-ce que c'est intéressant de rester dans le nucléaire? Est-ce que c'est intéressant aussi de travailler sur des batteries, voilà, ou faut-il envisager de nouveaux matériaux pour les batteries? Ça, c'était aussi des questions qui ont émergé. Le STFI, donc, qui travaille sur la réticulation sous UV, donc l'UV curing. Donc c'est intéressant parce que ça permet de générer des économies en termes d'énergie et puis d'économies en consommation d'eau. Donc on a quelque chose qui prend aussi soin des matériaux parce qu'il n'y a pas d'émission d'infrarouge. Donc on réalise effectivement avec des intrants qui sont photoinitiateurs, des liants, des agents réticulants et puis des diluants. Et sous un éclairage de LED UV par exemple, on a des revêtements fonctionnels sur Textile Technique, on a des matériaux composites renforcés de fibres, on a de l'impression 3D sur textile, donc des solutions qui commencent à être très très pertinentes. L'ITA Academy, donc c'est encore une unité de l'ITA au sein de WTH. Donc là, qui a collaboré avec Optimitive Group, donc c'est un acteur de tout ce qui est technologie numérique et puis intelligence artificielle. Donc OptiBat, donc là on a quelque chose qui va permettre d'améliorer, grâce aux nouvelles technologies, effectivement tout ce qui est industrie de transformation au niveau du textile. Donc il y a eu des preuves de concept qui ont été réalisées sur tout ce qui est rame de séchage et de thermofixation, avec notamment une réduction de la consommation en énergie de 6 à 12%, et puis une augmentation du rendement de 30%. Donc là, il y a des choses intéressantes parce que l'intelligence artificielle, avec leur logiciel, va permettre de trouver des relations très, très intéressantes entre les différents paramètres que l'être humain n'est pas capable de déceler. Technologie émergente, rapidement, ça c'est C'est moi. Axel qui va prendre la main. Là, c'était une présentation, je vais essayer d'aller assez rapidement, de Andritz, où en fait, il présentait nouvelles fibres textiles dont la plupart d'entre vous, j'imagine, a entendu parler. Donc, Nouvelle Fibre Textile, c'est une collaboration entre Synergie TLC, les tissages de Charlieu, Andritz et Pellenc. Et en fait, ils ont réalisé une ligne opérationnelle en pluie, donc depuis 2023, qui travaille donc à un débit de 1000 tonnes par an et qui a pour objectif pour 2025 d'être à 25 000 tonnes par an. Donc, gros objectif. Donc, qu'est-ce que fait cette ligne à Ample-Pluie? Eh bien, elle va réaliser le tri des textiles, elle va réaliser aussi le délissage et puis elle va pouvoir préparer la matière, donc avec des technologies, par exemple d'effilochage ou encore de broyage. Donc, c'est vraiment des procédés de recyclage mécanique en boucle ouverte, fermée, pré, post-consommation. Donc, la prochaine technologie, c'est la technologie de Valvent. Donc eux, c'est une entreprise qui est basée en Belgique, donc avec 38 ans d'expérience. Et ils sont très orientés recherche et développement, projet. Ils proposent des solutions qui peuvent être adaptées aux clients avec de l'automatisation de nombreuses étapes de production. Et ils proposent du coup une technologie de tri pour la réutilisation ou encore le recyclage. Donc ils ont présenté deux types de machines, la Fiber Sort, donc qui est basée sur la technologie NIR, avec une optimisation IA qui est rapide, précise, répétable, une précision de 99% pour les textiles purs et de 95% pour des textiles en bicomposants. Ils ont présenté aussi la machine Trim Clean, qui elle est une machine de délissage automatique. Donc, comme vous pouvez le voir sur la petite image, ils vont découper en chiquettes les textiles et puis après, grâce à une détection et une séparation par pneumatique, ils vont pouvoir séparer les chiquettes des points durs de celles qui n'en ont pas. À la prochaine présentation, c'est une présentation qui concerne aussi les alternatives à l'élastane par des thermoplastiques polyuréthane.
Donc alors là, c'est très technique, donc je vais peut-être pas rentrer dans les détails, mais pour ceux que ça intéresse, j'ai intégré à cette présentation, donc c'est par voie fondue, hein, j'ai intégré à cette présentation les différents paramètres machine, les MFI à différents degrés de cette matière et aussi les propriétés mécaniques des fils qu'ils ont pu obtenir en termes d'allongement à la rupture ou de ténacité. Je vous laisserai le soin d'aller voir sur la slide. Oui. MFI, les MFI. Oui, c'est le Melt Flow Index. Merci. Donc la prochaine présentation, c'est aussi une présentation pour un recyclage thermomécanique. Donc là, c'est la technologie Omni. Et donc, elle permet aussi cette technologie de purifier la matière en particules volatiles et solides. Donc pareil, ils ont une partie de découpe-compactage, une partie de purification, donc volatile et solide. Et la particularité aussi de cette méthode, donc de cette technologie, c'est qu'elle peut travailler avec différentes matières, PET, HDPE, PS, polypropylène. Elle baisse l'impact carbone et la consommation d'énergie. Et elle est aussi dotée d'un IV Optimizer qui permet d'augmenter pour la technologie OmniMax de 0,02 et pour la technologie OmniBoost de 0,2 l'IV. Donc, il y a une machine de location qui est en Turquie et ils peuvent travailler jusqu'à 1000 kg/h. Alors, encore un autre projet. Donc là, c'est pareil, hein, c'est pour moi à petite échelle, où là, c'est le projet Restex, où en fait, l'idée, ça va être bien de séparer les textiles qui sont en mélange, donc avec du polyester et du coton. La partie donc, ils vont réaliser des pré-traitements avec des agents, comme ils le disent, swelling, donc de gonflement. Et puis derrière, ils vont pouvoir, ils arrivent à séparer la partie coton qui va être revalorisée par dissolution. Voilà, par dissolution, pardon. Et puis la partie polyester qui va être revalorisée par une technologie de recyclage enzymatique. Et pour clore ce volet, donc la société norvégienne Mir Insight qui utilise des algorithmes de modélisation prédictive pour travailler sur les tendances de prix. Donc ça va être intéressant. Et a priori, avec l'intelligence artificielle, donc leur prédiction serait plus précise de l'ordre de 50% par rapport au modèle de prévision existant. Donc à suivre. Si vous vous souvenez, donc il y avait un autre volet, c'était l'industrie du papier et de l'emballage, mais sans mauvais jeu de mots, c'est plié parce que on n'a pas le temps. Et puis, par contre, on n'a pas non plus eu l'occasion d'assister à ces conférences. Elle a pour conclure, donc la synthèse sur ce congrès. Donc les thèmes généraux vont retrouver le développement durable, l'économie circulaire et le recyclage. Tout ce qui est innovation énergétique et technologie émergente, la stratégie européenne pour le textile. Et puis, donc, ce qu'on a apprécié en particulier avec Axel, donc on peut rappeler la lignine comme précurseur des fibres de carbone, les matériaux et fibres dissipateurs d'énergie, les fibres cellulosiques intégrantes de l'aérogel, une nouvelle fibre comestible pour réduire la pollution, la stratégie de substitution des PFAS, une solution de détection de l'élastane par DSC, la mise en œuvre en France d'une ligne de tri de recyclage automatisé, notamment dans le Rhône. Et donc, la prochaine édition se déroulera donc toujours en septembre, donc en 2025. Merci pour votre participation. Donc, j'ai vu passer pas mal de questions, donc on va essayer de gérer ça à froid parce que c'est un petit peu à flux tendu. Non, 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 ça va. J'ai mis la pression juste au bon moment, je pense. Quelques petites questions, mais je crois que les collègues de la R&D ont commencé à répondre. Voilà, notamment sur la question des fibres recyclées. Donc, je pense qu'on ne va pas revenir dessus. Il y avait une question sur le nylon, c'est ça? Savez-vous de quels déchets agricoles sont-ils issus plus précisément? Non, Est-ce que tu... il faut que je creuse un peu le sujet. Ben. Mais voilà, les questions, c'était surtout sur la On fibre notera, ouais, recyclée. on essaiera de vous répondre dans quelques Alors, temps. Ouais. voilà, comme je l'ai dit en introduction, souvent les questions viennent après parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'informations. Quelques acronymes aussi. Je me suis permise parce que voilà, c'est quand même très technique.
Donc, n'hésitez pas, j'ai mis l'adresse mail dans le chat, donc à commercial@ifth.org, une adresse qui nous permettra voilà, de dispatcher un petit peu les questions et qui permettra à l'équipe de revenir vers vous avec les réponses les plus adaptées. Merci pour l'exercice. Ouais, je sais que rien n'est simple dans cet exercice-là. Il y a beaucoup de choses à traiter au départ. C'est C'est technique. vrai que Donc voilà, il faut essayer de vulgariser le plus c'est 3 possible. jours de congrès C'est ça. en 1 H24. heure. Après, voilà, moi, ce que je peux retenir un petit peu, c'est... alors, nous, les PFAS, évidemment, toujours hyper intéressés par tout ce qui se passe parce que c'est une thématique qui est prégnante chez nous et surtout à la R&D. Et voilà, on fait pas mal de points sur l'année, soit via les rendez-vous IFTH, mais aussi via nos autres canaux de diffusion hein, voilà, sur LinkedIn, etc. Parce que ça bouge beaucoup, notamment au niveau réglementaire. Donc, j'ai envie de dire, rester connecté avec tout l'écosystème, c'est vrai qu'on est mobilisé sur le sujet. Par rapport à l'IA, il y avait beaucoup de choses. C'est une question qu'on peut se poser. Là, il y a un petit extract, mais vous avez vu pas mal de choses arriver au niveau des process. Alors, L'IA, globalement, ça peut être intégré comme... on a vu un exemple avec des outils qui permettent de travailler sur le big data et puis donc de gérer comment optimiser les process pour réduire les consommations en ressources et puis augmenter la productivité, le rendement. Donc il y a des choses qui commencent à émerger. et moi, Ok. je l'ai vu dans des technologies de tri, par exemple, où ils vont Aussi, l'intégrer, oui. voilà, pour toujours fiabiliser les résultats obtenus, quoi. Mm. Et Thierry en parlait tout à l'heure. On est sur une filière de recyclage qui, alors, le terme est peut-être pas bon, mais qui est un peu en souffrance parce que le volume est tel à traiter que voilà, tout est saturé. Il y a quand même des solutions là qui vont vite arriver sur le marché pour aider à débloquer. Ou là, on est encore voilà, sur des TRL qui sont bas et l'avenir. Du coup, quel Ça, est l'avenir? ça Je ne demande dépend pas des la boule de technologies, cristal, hein. Mais c'est ça vrai, dépend des voilà. technologies de recyclage. Et évidemment, c'est vrai que là, dans les prochaines années, je pense que ça va bien s'accélérer. On participe à pas mal de projets justement qui vont permettre eh bien, à ces entreprises, ces acteurs du recyclage de monter en échelle. Après, voilà, c'est pas pour demain, c'est pour après-demain, mais on y travaille et c'est clair que là, on voit que ça s'accélère quand même. Ouais. C'est vrai qu'on on a presque tendance à... On en parle tellement du recyclage qu'on a l'impression que la filière, elle est installée, que tout roule. En fait, on est encore en termes Il y a encore beaucoup de travail ouais, et surtout, d'industrialisation. surtout en amont aussi, parce qu'on parle très peu de la collecte. C'est vrai qu'il y a aussi du travail à ce niveau-là. Euh, et de tri. Voilà, il y a aussi une montée en échelle. Il va falloir plus d'acteurs, plus de personnes voilà, à former. Donc, non, non, c'est vraiment sur toute la chaîne de valeur où on doit travailler. Mais le point positif, c'est que voilà, on avance. Il y a des choses qui se passent en ce moment. Oui, puis Super. former et expliquer comment ça s'explique, comment ça se gère par rapport au consommateur qui se débarrasse de ses vêtements. Donc, il y a des choses à éviter, il y a des choses, faut laver les vêtements, il faut qu'ils soient encore dans un état acceptable. Voilà, il y a plein Mm, d'aspects mm. à travailler, quoi. Oui. Mais globalement, il n'y a que 1% des textiles qui sont dans le monde qui sont recyclés pour l'instant, donc c'est pas beaucoup. Donc, il y a plein de technologies qui sont émergentes ou bien. Et là, on est à saturation actuellement, ouais. Mais elle est optimiste, Axel. Moi, Bah, heureusement, parce que je j'y garderai travaille tous ça les comme jours, alors conclusion. sinon. On la voit passer tous les jours pour aller faire des tests sur les plateformes en ce moment. Eh ben, écoutez, merci. Je ne vois pas d'autres questions. Voilà, merci pour cette belle restitution qui vous Merci sont à tous et dédiées. Merci à tout le monde. Écoutez, nous, alors donc fin 2024, voilà, dernier webinaire, mais on continue sur notre lancée, hein, une fois par mois en 2025. Et donc, nous aurons donc rendez-vous, alors je ne me rappelle plus exactement la date, puisque ce ne sera pas le 2 janvier, non. On va se laisser un petit temps de repos pour les équipes, mais la semaine d'après.
et probablement sur la thématique des substances nocives, substances chimiques. Voilà. Mais tout ça, ça sera diffusé via les canaux habituels. Merci à tout le monde. Et puis écoutez, une très belle fin de journée, puis une très belle fête de fin d'année également. À bientôt. Passez Merci de à belles tous. fêtes. Merci, au revoir.